4 actions, 4 publications, 4 prix d'achat. On arrête de deviner, on passe aux chiffres et c'est parti pour le scan du jour. Nouveau, tout simplement, format sur la chaîne. On va tout simplement parler de 4 entreprises maintenant qu'on est aux saisons des résultats. On va prendre 4 entreprises par semaine. Je vais faire tout simplement un prix juste pour les 4. On va parler en bref des résultats. Je ne vais pas partir sur un deep dive, vous l'avez compris. C'est pour justement avoir un petit format un peu nouveau qui arrive sur la chaîne. On va pas faire que des deep dives. On va aussi parler plus brièvement des sociétés qui vous intéressent. J'ai vu énormément de gens me parler, par exemple, de la FDJ ou de Hermès. Donc on va aller checker un petit peu ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux. Et nous, on est y part, les amis. Donc on a Intuitive Surgical qui ont tout simplement explosé tout sur leur passage avec les nouveaux résultats. Ça fait plus 8% quand j'enregistre moi la vidéo. Donc la boîte, elle fait quoi? Elle fait tout simplement des robots d'opération, le Da Vinci. N'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ça de votre côté. N'oubliez pas, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Faites vos propres recherches et investir comporte des risques de perte en capital, les amis. Donc on a une boîte qui fait des robots chirurgiens, des robots pour aider justement les chirurgiens. Et on voit que en termes de revenus, on est sur une croissance sur les 10 dernières années de 14% par an. On voit que c'est voilà, c'est très très costaud du côté d'Intuitive Surgical. Les bénéfices, pareil, hein, on voit qu'on a une envolée, mais ça reste des fois, cependant, en dents de scie. On a des free cash flow, j'imagine, un petit peu pareil, en dents de scie, mais c'est très costaud. Côté marge, on est sur des marges de quasiment 30%, et on va aller voir un petit peu si elles sont en augmentation ou pas. Elles sont en baisse, en tout cas, pour les marges brutes. Les marges opérationnelles, ça arrive à se stabiliser autour de 30%. Et la marge nette, ouais, on est aux alentours de 30% aussi, mais il n'y a pas énormément de croissance de ces marges-là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu énormément d'employés en plus, donc ils ont réussi quand même avoir une marge OP assez condensée par rapport au nombre d'employés qu'ils ont récupéré. On voit qu'on a un ROIC au-dessus de 15%. Il est globalement ouais, à 15% sur les 10 dernières années aussi. On a quand même une boîte qui dépense très bien. Par contre, on a énormément, et ça par contre, c'est le red flag sur, pour moi, l'entreprise. On ira voir son niveau de valorisation. Mais regardez-moi, c'est foutu rémunération en action. 80% des free cash flow en 2023, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là, et on retombe à 30%, mais globalement c'est une boîte qui fait plus de 25%, qui donne plus de 25% de rémunération en action à ses employés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez de la création d'actions, et on va le voir, hein. Donc elle vous dilue un petit peu, hein. On est passé de 256 millions, donc c'est en train de redescendre un petit peu, mais on voit que en fait la boîte brûle ses free cash flow pour acheter des actions auxquelles quelle action elle a donné à ses employés. Donc c'est pas terrible pour l'actionnaire, c'est clairement pas ce qu'on veut. Par contre, le bon point, c'est que vous avez zéro dette sur la société. Et le risque principal d'une boîte, c'est quoi? C'est qu'elle fasse faillite quand vous êtes actionnaire, c'est ce que vous voulez éviter à tout prix. Et là, vous avez zéro risque pardon, de faillite du côté d'Intuitive Surgical. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas de dette et c'est très rare pour être souligné, notamment dans les boîtes US. Côté retour sur capital, on l'a dit, le ROIC est très bien, le super ROIC, donc ce que fait la boîte très récemment, pardon, on voit qu'elle travaille bien mieux que par son historique. Pardon, on a des marges de free cash flow de 25%, c'est très intéressant. Le WACC est largement couvert par le ROIC, donc en fait on a une boîte qui arrive à créer de la valeur sur le temps, on a une bonne prédictibilité, ça on est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas du tout de problème de payout ratio parce qu'il n'y a pas de dividende, et il n'y a aucune problématique de dette. Donc maintenant, ce que vous devez vous dire, c'est vous faites votre petit deep dive, vous regardez exactement comment ils gagnent de l'argent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que par région, c'est une boîte qui est énormément implantée aux USA. Est-ce qu'elle peut essayer d'aller se diversifier, notamment dans ses derniers résultats? On a vu que du côté de l'Asie, c'était pas terrible en termes de croissance. Par contre, elle a tout cartonné aux États-Unis, donc c'est son principal segment de vente. Donc c'est très bien pour la société. Maintenant, est-ce que on va aller voir objectif de prix, donc ça on s'en fout un petit peu, mais clairement on a quand même de la croissance attendue pour les earnings per share et la prévision du chiffre d'affaires. C'est une boîte qui a tout le temps battu, c'est quasiment à 92%, ses objectifs hein, sur les 10 dernières années. Donc on voit que c'est du très très costaud les amis. Côté finance, ça on s'en fiche un petit peu. Maintenant, on va passer côté valorisation. Est-ce que vous êtes à l'aise pour rentrer sur Intuitive Surgical avec un PE de 58 actuellement? Vous achetez ça 58 fois les bénéfices. Même en forward, ça se paye encore 46 fois les bénéfices, 69 fois les prix cash flow et 57 fois les operating cash flow. Moi, je veux bien que la société est magnifique, que les robots chirurgiens, c'est l'avenir, etc. Qu'elle a un mode, tout ce qu'on veut. Mais franchement, alors je sais que la boîte, ça s'est payé 92 fois les bénéfices. Mais ça s'est payé aussi 30 fois
juste après le Covid, quoi. Enfin, pendant le Covid même, ça s'est payé 30 fois, ça s'est même payé 33 fois en 2016, donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout possible qu'on aille repayer ça une trentaine de fois. Moi, je pense que j'ai pas envie de, côté valorisation, j'ai pas envie de mettre un PE plus haut que le PE de 32, c'est déjà un sacré premium, 32 de PE pour une boîte comme ça. On n'est pas non plus sur une boîte comment dire, on est sur une très belle société, mais on n'est pas non plus sur la boîte la plus extraordinaire du monde. Moi, j'aurais un prix juste autour de 242 $. Je veux bien être assez optimiste. Allez, on peut mettre 18% de croissance des free cash flow, même si sur 5 ans, 18% par an, c'est énorme. On va aller voir un petit peu l'historique de la croissance des free cash flow. Surtout que c'est une boîte, comme je dis, qui ne fait pas énormément de rachats d'actions, qui peut même vous diluer sur les mauvaises années. Donc ça, faut le prendre en compte. On n'est qu'à 9% de croissance sur les 10 dernières années des free cash flow par action. Donc là, il y a eu une envolée de dingue sur 2025. Hein, si on prend en un an, hop, on enlève là. On prend ça. Entre 2024 et 2025, on a 90% des free cash flow en augmentation par action. Est-ce qu'ils peuvent faire du 18% sur 5 ans? Ça, c'est à vous. C'est vous qui devez répondre à la question. Mais moi, clairement, je n'irai pas, je pense, pour un premier achat au-dessus de 300 $ sur Intuitive sur J-Call. On peut aller voir le cours de bourse. Hein, les 300 $, ça fait longtemps qu'on les a pas tapés. C'est une boîte que j'ai dans ma watchlist depuis un long moment. On s'en est rapproché un petit peu ici au 10 octobre. On était à 429. Là, j'avais un petit espoir aussi quand on a retouché les 450. Je me suis dit, est-ce que, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, est-ce qu'on va avoir justement un petit tacle dans la gorge sur Intuitive sur J-Call? Et malheureusement, on l'a pas eu. Là, la boîte reprend 8%. On est loin des plus hauts, hein, mais ça s'est payé 90 fois les bénéfices. C'est de la folie. Je pense que c'est une boîte justement qu'il faut mettre dans sa petite watchlist, sous son petit sapin de Noël. Et être patient, ça peut se repayer à des PE sympas. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois, ce genre de boîte-là, on est là, ouais, mais on la paye trop cher, je ne veux pas rentrer dans le train, je ne veux pas rentrer dans le train. Et le problème, c'est quand on voit son cours de bourse, on pourrait très bien aller retaper des plus hauts assez aisément. Et on aurait un coup d'opportunité raté sur Intuitive sur J-Call. Mais moi, j'ai clairement une red flag hein, quand je vois 60 fois les bénéfices. Et surtout 69 fois les free cash. Parce qu'encore que tu payes un petit peu cher les bénéfices, mais que sa moyenne des free cash flow soit pas trop haute à la rigueur, bon, tu peux te dire, je rentre un petit peu sur le titre, on verra ça après, mais moi je trouve qu'on a beaucoup trop d'estimation, on va dire, optimiste, avec 18% de croissance des free cash flow, clairement, et on serait, même avec tout ça, on est qu'à 300 $, donc Intuitive sur J-Call, je la garde dans ma watchlist, on va être patient, on mettra tout ça pour le Papa Noël. Deuxième action qu'on va tout simplement regarder aujourd'hui ensemble, ça va être Netflix. Netflix a publié des résultats assez solides, donc ils sont sortis, ils ont battu les estimations parce qu'il y a eu un deal avec la Warner leur a donné de l'argent avec tout ce qui s'est passé avec HBO, le rachat, patati patata. Mais sinon, ils ne battaient pas comment dire, ils battaient pas les prévisions et on a un titre hein, qui s'est tout simplement renvolé depuis quelques temps, plus 20% par rapport à ses plus bas. On voyait que depuis le 30 juin 2025, donc plus haut de l'action, on est retombé à 76 $ en 2026. Donc là, on était sur un moins 42%. Je pense qu'on avait peut-être une fenêtre de tir. On va aller voir le niveau quantitatif. Donc qu'est-ce qu'a fait Netflix? Netflix, au début, c'était une boîte qui était peu profitable, hein, comme on le voit ici sur les bénéfices. Il y a eu une période d'adoption, donc elle s'est fait adopter par les gens. Au début, on nous a dit, il n'y aura pas de pub, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Et au final, on est en train de nous foutre des pubs, on est en train d'augmenter les prix. Voilà, les gens ont adopté Netflix. Maintenant, ils vont tout simplement augmenter les prix petit à petit. C'est ce qui a donné justement hein, ces croissances de marge assez folles. Hein. On est passé de 31% de marge brute en 2016 à quasiment 50%. La marge nette, 28% actuellement. Et on était sur du 2% il y a 10 ans, donc c'est fou. On a une dette qui est plutôt pas trop mal gérée hein, pour une boîte qui a fait très très peu de bénéfices au début. Et on a pareil un ROIC qui est en pleine expansion, j'ai envie de dire. Ils ont commencé à faire un petit peu de rachat d'actions, donc ça c'est bien. Et on a justement une marge, comment dire, une marge opérationnelle qui augmente, alors qu'on a les employés qui ont fait du x4 en 10 ans. Donc ça c'est très très intéressant. On voit hein, le super ROIC, j'en parle tout le temps, mais l'entreprise travaille super bien. Récemment, on voit qu'il est largement, le WACC est largement couvert par le ROIC, je vais y arriver un jour. On a des marges de free cash flow de 20%, une marge nette de 24%. Donc là-dessus, les chiffres sont bons. Maintenant, ça va être côté valorisation. Et est-ce que vous estimez que Netflix peut continuer avec son business model à augmenter les marges, à augmenter ses coûts, pardon, justement à faire augmenter ses marges et sans perdre trop de clients, parce que c'est bien beau d'augmenter de 3%, mais si derrière tu perds 2% de tes clients, ça peut être compliqué. Les résultats sont pas mauvais, clairement, hein. N'hésitez pas à prendre tout simplement le meilleur site. Si vous faites du stock picking Bagger, vous avez tout simplement tout le transcrit de tous les résultats. Donc est-ce que
De votre côté, vous êtes à l'aise pour vous dire, ok, Netflix, maintenant, je pense que Netflix est meilleur que Disney+, est meilleur que HBO Max, etc., que Amazon Prime. Maintenant que tout le monde l'a adopté, je pense que voilà, Netflix, moi, pour moi, ça peut être comme une action assez défensive. Pourquoi? Parce que je vois mal les gens dégager leur abonnement Netflix et se dire, ok, il y a vraiment une récession et c'est vraiment le bordel, je dégage mon abonnement Netflix. Je pense qu'ils dégageront beaucoup de choses avant ce petit abonnement-là. C'est clairement du plaisir, hein, c'est maintenant rentré dans les mœurs. Donc, côté valorisation, est-ce que vous estimez que 17% de croissance des free cash flow avec un multiple final de 27, c'est le prix actuellement de Netflix, hein, si vous voulez faire du 12% par an, faudrait que l'entreprise fasse du 17% de croissance des free cash flow sur 5 ans avec un multiple final de 27. Actuellement, ça se paye 29 fois les bénéfices, 32 fois les free cash flow et 31 fois les operating cash flow. Ça reste assez cher, alors la médiane sur 10 ans, on s'en fout, parce qu'il y avait quasiment pas de free cash flow avant. Les operating cash flow, ça reste peu cher par rapport aux operating cash flow, mais il y en avait très peu hein, au début, comme j'ai dit, c'est une boîte, il y a eu une période d'adoption. Maintenant, c'est la période où vous avez adopté Netflix, elle vous en met plein la gueule. Ils ont aussi annoncé une version podcast un peu dans l'appli. Il y aura comme des shorts aussi dans l'appli Netflix. Ils veulent faire une appli un peu sociale. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont écouter du podcast sur Netflix? Moi, j'en sais rien. Il y a des jeux aussi d'annoncer. Je trouve que les séries sont très bien. Il n'y a pas de problème. Même si certaines séries, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de saison 2, de saison 3. Il y a des séries qui sont totalement passées à la moulinette, je trouve. Mais bon, après, ça, c'est mon choix personnel. On voit que ça s'est payé peu cher en 2022, Netflix. Hein. C'était encore... bon, ça s'est payé très très cher au départ, bah après il n'y avait pas de bénéfice, donc c'était normal. Et là on avait des bons petits entrées, mais on a une médiane de 62, mais ça on s'en fout la médiane. Au plus bas, ça s'est payé 14 fois les bénéfices. Moi je trouve que Netflix, j'aurais du mal à payer ça au-dessus de 25 à 26 fois le PE. Je trouve que c'est déjà très bien. Oui, il va y avoir de la croissance. Mais je pense on va arriver sur un plateau. Alors ils vont nous sortir à chaque résultat, oui, mais il n'y a que tant de pourcents de gens qui ont Netflix chez eux, patati patata. La croissance organique va grossir, on va pouvoir augmenter les marges, patati, les prix et tout. Mais moi je serais plus à l'aise clairement, en tout cas dans mon portefeuille si je devais rentrer Netflix, d'aller chercher Netflix sous les 80 $ et même en étant un petit peu plus conservateur. Moi je pense que 12% de croissance des free cash flow c'est déjà très bien. Un multiple final de 25, je pense que c'est très bien aussi. Et on aurait un juste prix autour de 70 $ pour Netflix. Actuellement ça se paye 92 $. Donc on serait pas très loin en fait d'une fair value là qu'on a touché quasiment il n'y a pas très longtemps, ouais, 78 $. On a même touché 76. Je pense qu'on peut y revenir. Faut être patient avec le titre. En tout cas, c'est une boîte qui est loin d'être déconnante. On voit qu'on a le quantitatif. Ils ont tout simplement réussi leur target, hein. La partie adoption, maintenant que vous avez adopté Netflix, on va vous mettre des coups de bâton, on va vous mettre des pubs, on va augmenter les coûts. Même si ça reste, on va dire, je trouve assez accessible, hein. Je crois que les premières versions, en tout cas, je crois que c'était 10 euros, il me semble. Il n'y a pas très longtemps, je crois, avec la pub. 10-12 euros, bon, c'est pas très très cher, on va pas se mentir, hein. Donc, à voir un petit peu. Si la dette reste maîtrisée, s'ils peuvent un petit peu augmenter leur rachat d'actions, pourquoi pas distribuer un petit dividende, mais on n'est pas en train de leur demander ça clairement. À voir sur le temps, mais moi je pense, en étant conservateur, 70 $ pour tous les gens intéressés par une entrée sur Netflix, ça peut être très intéressant. Et c'est une boîte clairement, hein, pour moi, je vais même l'ajouter dans la partie Quality Analyse. Je ferai peut-être un deep dive à un moment donné sur Netflix, c'est une boîte qu'il faut avoir à l'œil et regarder un petit peu ce qui s'y passe. Maintenant, on va parler de la FDJ, tout le monde connaît la FDJ, j'ai pas du tout besoin de faire un deep dive un jour dessus, hein, on sait comment elle gagne son pognon. Maintenant, le problème de la FDJ, c'est que quand vous êtes assis au conseil d'administration, il y a tonton Marianne à côté de vous et le proxénète, hein, vient chercher ses bénéfices directement et on le voit, hein, pourquoi on a une décroissance des bénéfices entre 2024 et 2025 alors qu'on a des revenus en hausse, c'est parce qu'on est venu target les bénéfices du côté de l'État français, hein, donc on a pris des bénéfices, on s'est servi dans la vache à lait qui était la FDJ. Donc quand tu veux, pour moi, être actionnaire, tu n'as pas du tout envie d'être assis à côté en conseil d'administration du drapeau bleu-blanc-rouge, parce que le drapeau bleu-blanc-rouge, quand il y aura un petit peu de pognon, au lieu de laisser pousser sa magnifique plante et de se dire, bah, quand elle aura suffisamment de beaux fruits, j'irai les récolter. Non, non, dès qu'il y a une petite tige qui pousse, paf, on vient la récolter. Et j'ai bien peur que ça soit ça, peu importe les gouvernements successifs en France, on va chercher dès que on aura des saisons de résultats positifs sur la FDJ, j'ai très peur que à la télé ça soit oui, mais regardez, la FDJ gagne du pognon. Allons piquer ce pognon aux vilains actionnaires. C'est pour ça que je ne pense pas rentrer sur le titre. Même si on venait à taper les 15 balles,
pour moi, clairement, c'est une société qui va se faire matraquer par l'État français. Les résultats, en plus, ont été publiés récemment, j'en ai fait un short. Les résultats étaient pas glorieux du tout. On a, malgré l'intégration de Kindred avec, je crois que c'est une Unibet, hein, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire, des revenus sportifs qui sont en baisse. On a aussi des taxes aussi qui sont en hausse du côté État français. On a une marge nette qui s'est totalement pété la gueule. Et on a un chiffre d'affaires qui était en baisse sur le premier. Est-ce qu'on peut le retrouver ici? Je sais pas s'il a été déjà mis à jour en termes de trimestre. Non, en plus, on a que les semestres, malheureusement. Ouais, on a que les semestres, c'est un peu chiant. On n'a pas les trimestres, mais bref, sur le premier trimestre, en year to year, on a moins 3% sur la FDJ. Donc, on va nous expliquer que c'est parce qu'il y a eu de la régulation, c'est parce que aussi, c'est parce que ça. Au final, le titre se porte pas énormément super bien en ce moment. Et surtout, les amis, on a un rendement de seulement 8%. Enfin, un très très beau rendement de 8%, mais justement, c'est pour moi un des points faibles aussi. Ils ont tout voulu mettre dans le dividende au lieu de faire du rachat d'actions. On voit, hein, il y a zéro rachat d'actions sur la boîte. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a déjà un payout de zinzin. On a surtout 496 millions de free cash flow sur 2025 et on a un dividende de quasiment 400 millions. Donc ça laisse très peu de marge à l'entreprise et on voit justement comment faire grossir ces free cash flow quand tu n'as quasiment pas de bénéfices. Ça va être très compliqué. On a une marge nette, on l'a dit, hein, de 5%, des marges de free cash flow de 13%. On nous avait annoncé justement un petit peu réorganisation et une marge nette qui allait remonter en 2026. Là, on est en train de nous dire attention, ça va être compliqué sur 2026. On va viser 2027 et ça, moi j'ai très peur quand les sociétés commencent à faire ça. Ça veut dire que c'est pas bon du tout dans les 2-3 prochaines années sur la boîte. Et si vous rentrez sur la FDJ pour le dividende, encore une fois, est-ce que le dividende dans 1 ou 2 ans, on va pas venir vous dire, bah écoutez, au lieu que ça soit du 8%, ça va être du 5, au lieu que ça soit du 5, ça va être du 3, et au lieu que ça soit du 3, on arrête le dividende. Maintenant, c'est l'État français qui va récupérer les dividendes, et restez avec vos actions à 12 balles, et bonne chance à vous. Parce que côté valorisation, on pourrait se dire, putain, mais attendez, on aurait besoin d'1% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années, un multiple final de 10, et on aurait une fair value autour de 23 euros. On pourrait être tenté sur la FDJ. Maintenant, clairement, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être à côté de Marianne dans les conseils d'administration de la société? Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et j'ai bien peur que peu importe le gouvernement qui arrive en France, on aille matraquer tout simplement la FDJ et j'en suis quasiment sûr, hein, ça s'achète à 9 fois les free cash flow, 5 fois les operating cash flow, mais le marché il voit quoi? Le marché il voit tonton Marianne, hein, qui va venir chercher son bénéfice chaque année maintenant. Et maintenant qu'on l'a fait une fois, en fait, je vois pas ce qui peut empêcher l'État de le refaire et d'augmenter la pression fiscale et d'augmenter les taxes sur le jeu. Moi, je suis vraiment pas bullish sur la FDJ. On peut m'expliquer ce qu'on veut, on peut m'expliquer que la Coupe du Monde arrive, que si, que ça, que patate ou fin. Même 1% de croissance des free cash flow et un multiple final de 10, c'est hyper conservateur. En dessous de 20 balles, pourquoi pas tenter sa chance, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est vraiment un mirage dans le désert, les 8% de dividendes. Regardez, il y a un oasis devant vous, et vous allez arriver devant cet oasis-là, et vous allez vous prendre un coup de bâton dans la tronche, et vous allez passer à la moulinette, hein, à cause de Marianne, encore une fois. Donc la FDJ, peut-être, si on se rapprochait des 20 euros pour tous ceux qui veulent rentrer sur le titre. Mais moi, j'ai vraiment... je suis pas du tout à l'aise sur le titre avec justement tonton Marianne qui vient chercher ses bénéfices tous les ans. Maintenant, on va parler du côté d'une très très belle entreprise, Hermès, le géant du luxe français qui a fait des résultats assez mauvais. Pourtant, on nous annonçait tout simplement une boîte d'hyperluxe salée. Le problème de la boîte, c'est quoi? Elle a vu une décroissance un petit peu de ses ventes en Asie. C'est très compliqué côté Moyen-Orient et c'est bien beau d'augmenter ses coûts, enfin ses marges, pardon. C'est pas augmenter ses coûts, mais c'est bien beau d'augmenter ses prix. Mais le problème, c'est que quand tu peux pas faire de volume, tu augmentes tes prix, certes, mais ils n'ont pas augmenté assez. Donc les résultats sont pas glorieux du tout et on voit, hein, depuis le plus haut de la boîte. Hein, donc allez, on va même pas chercher. Allez, 14 juillet 2025, les gens ont perdu 40% sur le titre et côté valorisation, ça se paye encore 38 fois le PE. Donc les gens qui sont rentrés à plus de 2500 balles sur Hermès, bonne chance à vous. Je pense que vous allez ramer un moment. Et justement, tous les gens qui ont envie de se positionner sur le titre, on voit qu'ils perdent quasiment 2% quand je fais la vidéo. Je pense qu'il faut être patient. Il y aura énormément de gens qui vont vous dire oui, mais Hermès à 1600 euros, c'est peut-être pas cher. Pour moi, j'ai deux visions sur Hermès. Si vous avez vraiment, si vous pouvez rentrer fort, que vous avez énormément d'épargne de côté, que Hermès est vraiment votre action chouchou, vous croyez énormément à la boîte, pourquoi pas prendre une action autour de 1600 balles et vous dire
J'ai encore quasiment 3-4 actions que je peux renforcer si le titre vient à baisser. Vous faites une première entrée à 1600. Si jamais le titre vient à remonter avec les nouvelles publications qui vont arriver, etc., bah, vous avez fait la bonne opération peut-être, hein. Ça, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais au moins, vous pouvez recharger si ça baisse. Que si vous pouvez juste vous payer une action, que vous n'avez pas forcément des liquidités de côté, et que le titre va vers les 1200 balles, ça va être compliqué quand même pour vous à un moment donné. Mais moi, je suis pas trop inquiet sur le luxe. Je pense qu'on est passé d'un côté où tout le monde était euphorique, toutes les boîtes de luxe étaient magnifiques, les LVMH, les Kering, etc. Tout le monde voulait en acheter. Il fallait absolument en avoir en portefeuille, même si clairement Hermès, pour moi, est une boîte de luxe comme Ferrari. Mais Ferrari, on peut le voir dans ses résultats, parce que Ferrari vend moins de voitures, décide de vendre moins de voitures, mais les vend tellement plus cher d'année en année, de trimestre en trimestre, qu'elle fait augmenter ses bénéfices, qu'elle arrive au target des prévisions. Donc à voir sur les futurs résultats de Ferrari, mais c'est beaucoup plus facile d'augmenter le prix pour une Ferrari que d'augmenter le prix d'un sac à main. Vous l'avez compris, donc côté dividende, on voit qu'on est à 2% actuellement au prix d'Hermès, et on voit, je crois qu'ils ont enclenché un petit peu ouais, du rachat d'actions moyen. C'est dommage parce que le titre s'est pété la gueule. On a énormément de cash, franchement, on a 12 milliards en cash, il n'y a pas de dette. Là, il y a un moment, il faut les sortir, ces 12 milliards, il faut acheter. On a des croissances des revenus voilà, qui sont entre guillemets sur un plateau. Et c'est ce que je disais pour le luxe. Moi maintenant, je pense que tout le monde va passer un petit peu en mode on est effrayé par le luxe. Et c'est peut-être le moment, ça sera peut-être le moment où il faudra aller justement sur ces titres-là, qui seront un petit peu délaissés, parce qu'on aura moins de croissance. On a un peu oublié que le luxe, bah, il y avait une sorte de cyclicité, hein. On a vu une formidable croissance, mais ça se calme un petit peu. Et justement, je pense qu'aux alentours, on va passer côté valorisation avant de se quitter, hein, pour pas faire un épisode trop long. 38 fois les bénéfices, c'est cher. 39 fois le free cash flow. Par rapport aux médianes, c'est pas très cher. Donc encore une fois, si vous avez de l'argent de côté, si vous pouvez vous permettre de prendre une action maintenant et vous dire de toute manière, si ça retombe, j'en rachète 3 ou 4 parce que vous avez fait le boulot, vous avez fait votre test sur Hermès et vous vous dites dans 5 ans, ça aura fait du 10% de croissance des free cash flow, un multiple final, allez on peut même aller chercher du 32 sur un MES, moi je suis pas du tout déconnant avec ça, même si c'est un très très beau premium, ça vous donnerait une fair value autour de 1376 euros. Est-ce que je dormirais bien si j'en avais à ce prix-là? Moi clairement j'irais plutôt chercher, hop, un petit peu moins de croissance des free cash flow, un peu plus revisité on va dire à 30, et me dire, ok, à 1600, à 1100, allez, 1200 balles, là vous mettez vraiment la sauce. Je pense qu'à 1200 euros, on sera vraiment sur un prix très très intéressant pour une action qualitative comme Hermès, hein, clairement. Avec Intuitif sur G-Call, c'est vraiment les deux plus belles actions que je vous ai montrées aujourd'hui. Même si Netflix n'est pas loin derrière, mais on n'a pas du tout ce côté historique sur la boîte, ce côté, comment dire, luxe et prévisibilité. Prédictibilité du CA, même si on est sur un petit décroissance du luxe, moi je pense que tout le monde commence à avoir peur un petit peu sur ce segment de vente, et Hermès fait du vrai luxe. On a vu que Ferrari s'est pété la gueule aussi récemment. Donc là, les gens commencent à être un petit peu, ouais, mais le luxe, c'est un peu de la merde, on va partir sur autre chose. Et c'est justement quand les gens commencent à avoir peur, quand les gens commencent à être un peu irrationnels, c'est là qu'on va trouver des valorisations intéressantes sur toutes ces boîtes-là. Et c'est là qu'il faudra peut-être se projeter, mais clairement, si je faisais un top 1 entre Hermès, LVMH, Kering, je mettrais Hermès, les amis, parce que LVMH, c'est bien beau, mais il y a énormément. Enfin, est-ce que rentrer dans une boutique Sephora, pour vous, vous appelez ça être riche ou du luxe? Non. Donc oui, il y a comment dire, des objets de luxe chez LVMH, c'est pas le problème. Mais vous avez tout comment dire, un panel de marques qui dilue un petit peu ce que fait de très très bien LVMH. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une boîte premium. Pareil pour Kering, et c'est pour ça que moi, en termes de boîte premium, j'ai préféré prendre du Prada. Prada, c'est très peu cher. Je crois que ça se paye 12 fois les bénéfices actuellement. C'est une boîte en plus qui fait quand même de la croissance de bénéfices, croissance du chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, moi je me suis positionné sur Prada. Hermès, pour moi, le juste prix, il est autour de 1200 euros. En tout cas, il faut être conservateur dans ces rentrées d'actions, les amis, parce que c'est vraiment ce qui vous protégera. C'est vraiment ce qui vous fera faire un petit peu de rendement en bourse, parce que si vous êtes trop optimiste, si vous rentrez dès qu'il y a un petit, comment dire, une petite baisse, hein, et je le dis encore une fois, hein, tous ceux malheureusement qui ont acheté, même pas forcément au plus haut, mais allez, on va dire allez, au mois d'avril à 2300 euros, hein, on attend, les soldes de Trump ont été finis, les droits de douane, on se dit ça y est, ça va repartir. Et au final, tu as fait du moins 31% sur Hermès, et pourtant c'est du luxe, et pourtant ses revenus sont récurrents, etc., etc. Mais on voit que n'importe quelle société, mal payée, mal target en termes de rentrée dans les portefeuilles, ça peut tout simplement être un boulet au pied. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau format, je vais essayer de faire peut-être un peu plus court dans les prochains épisodes, les amis.
On va en faire un par semaine tout simplement à chaque période de résultat. Et n'oubliez pas une chose, investir est une formidable raison d'être heureux.